Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je propose que nous voyions la première partie d'un montage. Celui-ci consiste à créer une sirène 2 en 1, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'avoir une sirène 2 tons ou modulée. Aussi, ce montage conduira à une nouvelle fiche composant. Aujourd'hui nous verrons la partie modulante du projet. Le circuit présenté ici n'est rien d'autre qu'un NE555 monté en astable. En sortie de ce circuit se trouve une LED permettant de témoigner du comportement de la broche 3 du NE555, mais aussi de la broche 6 comme nous le verrons plus loin. Ainsi, la particularité de ce circuit consiste à pouvoir choisir le comportement de la LED moyennant un interrupteur. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit modulant du projet. Quand le circuit est sous tension, il se met directement à osciller. Le fonctionnement de celui-ci est identique à celui de la fiche composant 1 partie 1 et de la fiche composant sur le NE555 dans laquelle je parle du MLI et du rapport cyclique. Un lien vers ces vidéos se trouve en description. Par conséquent, attardons-nous sur l'interrupteur SE. Nous voyons qu'il a deux positions. Ainsi, dans une position, il met en contact la LED avec la broche de sortie du NE555 et dans l'autre position, il met en contact la LED avec la broche 6 du circuit intégré. Quand la LED est en contact avec la broche de sortie du NE555, elle se met à clignoter. En effet, comme le NE555 fonctionne en mode instable, il délivre à sa sortie un signal carré, qui est un signal basculant continuellement entre un état bas et un état haut. Ainsi, lorsque la sortie est placée à l'état haut, la LED est allumée et elle est éteinte lorsque la sortie est placée à l'état bas. Quand la LED est en contact avec la broche 6 du NE555, elle s'allume et s'éteint progressivement. En effet, comme la LED est reliée à cette broche, c'est la tension aux bandes des condensateurs de temporisation C3 et C4 qui fait grimper la tension aux bandes de la LED par l'intermédiaire du transistor. Ainsi, lorsque les condensateurs se chargent, la tension sur la base du transistor augmente, ce qui permet à celui-ci d'être progressivement passant. Lorsque les condensateurs se déchargent, la tension sur la base du transistor diminue, ce qui le place progressivement dans un état bloquant. À présent, réalisons le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs nécessaires pour la réalisation de la partie modulante du projet. Pour moduler la sirène, j'ai besoin d'un astable dont la fréquence est assez basse. Comme j'ai relié une diode en parallèle à la résistance R2 et que celle-ci a la même valeur que la résistance R1, la fréquence est multipliée par 2. Aussi, le courant ne passe que dans une seule résistance lors de la charge et la décharge des condensateurs C3 et C4. Par conséquent, la fréquence d'oscillation est calculée à l'aide de cette formule. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence d'oscillation de la stable en Hz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R1 en ohm, RB est la valeur de la résistance R2 en ohm, et C est la valeur de la capacité totale de l'ensemble C3 et C4 en farad. Ainsi, la fréquence d'oscillation de la stable s'élève à 1,44 divisé par 10 000 ohms plus 10 000 ohms, le tout multiplié par 0,000147 farad. Donc 1,44 divisé par 20 000 ohms fois 0,000147 farad, soit 1,44 divisé par 2,94, ce qui donne une fréquence d'oscillation s'élevant à environ 0,49 Hz. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance de limitation de courant de la base du transistor. Pour définir la résistance de base, il faudra effectuer deux calculs. Le premier servira à définir l'intensité IB au niveau de la base du transistor via cette formule.
IB égale ILED divisé par bêta-min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor, ILED est l'intensité traversant la LED, et bêta-min est le gain minimum du transistor. Concernant le transistor BC547B, et comme l'informe sa documentation technique, son gain se situe entre 200 et 450 avec une intensité IC traversant le collecteur de 100 mA. Je vais utiliser la valeur minimale du gain. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Afin d'avoir une marge, on multiplie cette valeur par 2, soit 20 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale 0,02 A divisé par 200, ce qui donne une intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor QE s'élevant à 0,0001 A ou 100 microampères. Cette valeur sera utilisée dans le second calcul qui servira lui à définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ce transistor. Observons le calcul de la résistance de base RB. RB égale U broche 6 moins USAT, le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base du transistor. U broche 6 est la tension présente sur la broche 6 du NE555. Et USAT est la tension de seuil du transistor. Concernant la tension sur la broche 6 du NE555, elle s'élève jusqu'à 2/3 de la tension d'alimentation, soit 6 volts maximum. C'est cette valeur que je vais utiliser dans le calcul. Appliquons cette formule. RB égale 6 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 0,0001 ampère, soit 5,3 volts divisé par 0,0001 ampère, ce qui donne une résistance à relier à la base du transistor de 53 000 ohms, soit 53 kΩ. N'étant pas une valeur normalisée, la valeur la plus proche de 53 kΩ est 47 kΩ. Afin d'être certain d'assurer la saturation du transistor, on peut utiliser la valeur normalisée de la résistance juste en dessous de la valeur calculée. À présent, nous pouvons calculer la résistance de limitation de la LED en s'aidant de la formule suivante. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance de limitation de la LED, VCC est la tension d'alimentation du circuit, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité traversant la LED. J'utilise la tension d'alimentation du circuit car en mode fading, la LED est reliée à cette tension par l'intermédiaire du transistor. En mode tout ou rien, la LED est reliée à la sortie du NE555. Concernant la tension dont ma LED a besoin, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,74 volts. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser un courant s'élevant à 10 mA, soit 0,01 A. Ainsi, la résistance de limitation de la LED s'élève à 9 volts moins 2,74 volts, le tout divisé par 0,01 A, soit 6,26 volts divisé par 0,01 A, ce qui donne une résistance de limitation de la LED s'élevant à 626 ohms. N'étant pas une valeur normalisée, nous pouvons relier en série une résistance de 470 ohms à une autre de 150 ohms. Ainsi, la résistance totale s'élève à 620 ohms. À présent, observons le schéma d'implantation de la partie modulante du projet. Sur celui-ci, nous retrouvons notre NE555, notre transistor et sa résistance de base, notre interrupteur, notre diode, nos condensateurs de temporisation, de découplage et de stabilisation, nos résistances servant à régler la fréquence, ainsi que notre LED bleu et ses résistances de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra une platine d'expérimentation, un NE555, deux résistances de 10 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, orange, or,
une résistance de 47 kΩ dont les anneaux sont jaune, violet, orange, or, une résistance de 1,5 kΩ dont les anneaux sont marron, vert, rouge, or, une résistance de 470 ohms dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or, une résistance de 150 ohms dont les anneaux sont marron, vert, marron, or, un condensateur de 100 microfarad, un condensateur de 47 microfarad, un condensateur de 10 nanofarad, un condensateur de 100 nanofarad, un transistor BC547B, une diode de type EN4148, une LED, un interrupteur, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter la partie modulante du projet. Ainsi, commençons par placer le NE555 sur la platine d'expérimentation. Relions les broches 4 et 8 au rail positif et la broche 1 au rail négatif. Relions ensemble les broches 2 et 6. Maintenant, relions une résistance de 10 kΩ entre la broche 7 et le rail positif. Plaçons l'autre résistance de 10 kΩ entre la broche 6 et la broche 7. Plaçons, en parallèle à cette dernière, la diode de type EN4148, l'anode sur la broche 7 et la cathode sur la broche 6. À présent, relions le condensateur de 100 nanofarad entre les broches 1 et 8. Connectons le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Plaçons le condensateur de 100 microfarad entre la broche 6 et la masse et le condensateur de 47 microfarad en parallèle à celui-ci. À présent, relions la résistance de 47 kΩ à la broche 6 du NE555. Connectons la base du transistor à cette résistance. Relions le collecteur à la tension d'alimentation. Connectons la résistance de 1,5 kΩ entre l'émetteur et la masse. Maintenant, connectons une extrémité de l'interrupteur à la broche 3 du NE555. Relions l'autre extrémité à l'émetteur du transistor. Relions la résistance de 470 ohms à la broche commune, soit la broche du centre, de l'interrupteur. Plaçons, en série à celle-ci, la résistance de 150 ohms. Relions la LED entre cette résistance et la masse en faisant bien attention à son sens de branchement. Une fois que le circuit est réalisé, nous pouvons le mettre sous tension. Le circuit se met instantanément à osciller. Lorsque l'interrupteur est placé dans une position soit vers la gauche dans mon exemple, la LED clignote. Quand on place l'interrupteur dans l'autre position, la LED s'allume et s'éteint progressivement. La LED n'est présente que temporairement, elle sert juste à matérialiser l'état de la sortie du circuit.
Au travers de ce circuit, nous pouvons voir qu'on peut choisir deux types d'animation en utilisant un circuit simple à base de NE555. Aussi, ce circuit constitue la partie commande de la seconde partie du projet. Afin de se rendre compte du comportement du circuit, quoi de mieux que de voir les signaux le traversant. Ainsi, je vais utiliser une sonde de l'oscilloscope pour relever les signaux sur la broche commune de l'interrupteur. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir, à la masse. Ensuite, relions la sonde sur la broche commune de l'interrupteur. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que, lorsque la broche commune de l'interrupteur est en contact avec la sortie, soit la broche 3 du NE555, le signal bascule continuellement entre un état haut et un état bas. Ce signal est périodique car il se répète indéfiniment. Dans cette configuration, la LED clignote. À présent, basculons l'interrupteur. Nous pouvons observer que lorsque la broche commune de l'interrupteur est en contact avec la broche de seuil, soit la broche 6 du NE555, le signal est modifié, il grimpe et descend progressivement. Ce signal est également périodique car il se répète indéfiniment. Dans cette configuration, la LED s'allume et s'éteint progressivement. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu le fonctionnement et le montage de la première partie du projet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la seconde partie de la sirène 2 en 1. Afin de ne pas louper la sortie de celle-ci, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter, ce qui est utile pour le référencement et la visibilité de la chaîne. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!